Bonjour tout le monde, je suis très heureux que vous soyez ici en nombre ici. Alors donc je suis très heureux que vous soyez en nombre ici pour accueillir des grands auteurs coréens et une grande autrice illustratrice aussi. Donc moi je me présente je suis le modérateur, donc je suis Sean Rose, je suis journaliste littéraire à Livre Hebdo, qui est un magazine professionnel, interprofessionnel. Et donc, on va commencer en présentant tout de suite les auteurs. Je vais vous parler d'une illustratrice, Gyum Lee, ou Lee Gyum. Je vous montre juste, elle est là. Alors ensuite, nous avons une grande autrice aussi plutôt de SF, et nous en parlerons justement de tout ça, Kim Choi-yup, qui a entre autres écrit de nouvelles, mais aussi le roman qui est là, oui, qui est là, La serre du bout du monde, que vous connaissez. Ensuite, à ma droite, je vais l'applaudir. À ma droite, Kim Ho-yeon, le vagabond de Séoul. Alors, il y a le bandeau, mais en fait, on pourrait mettre des bandeaux pour tout le monde parce qu'ils ont beaucoup vendu. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup vendu. Donc, on écrit 1,5 million de lecteurs, lectrices en Corée. Donc, Kim Ho-yeon, donc le vagabond de Séoul. Et enfin, comme on dit en anglais, last not least, en tout dernier, mais il n'y a pas d'ordre, mais c'est pour vous dire que c'est aussi une très grande autrice, très lue, Hwang Bo-rum, bienvenue à la librairie Hwanam, que vous connaissez tous aussi, évidemment en traduction aux éditions Piquet. Donc je vous saluerai Madame Lim, qui est d'ailleurs la directrice de la collection, sans qui cet événement ne pourrait pas se faire non plus. Voilà, donc merci à elle aussi, merci. Alors, je vais commencer peut-être parce que pas finalement, mais on a envie parfois de s'échapper du réel qui est un peu difficile. Et on se dit que parfois, pour s'échapper, il faut s'échapper par la littérature et la littérature de science-fiction pour s'échapper de la catastrophe. Alors, on n'est pas dans un monde de science-fiction, mais c'est quand même un monde parfois un peu catastrophique. Donc, nous allons commencer par vous, Kim Choi-yup, qui vous parlez vraiment de catastrophe. Et on va parler justement de votre art du livre, de la littérature et surtout cette idée de la catastrophe et comment on s'en échappe. Alors, juste avant de commencer, justement, Kim Choi-yup, j'aimerais vous poser cette question. Parce que vous avez un parcours scientifique, donc vous étiez passionné de la littérature. Comment êtes-vous venu à la littérature et pourquoi avez-vous voulu écrire des livres et des histoires? Alors, c'est vrai que je suis diplômée de chimie, puis après l'université, j'ai commencé à travailler également en biochimie. Comme j'ai toujours beaucoup aimé les sciences, mais dans le côté professionnel, c'est-à-dire faire des expérimentations et avoir des données, tout ça, en fait, finalement, cela m'intéressait un peu moins. Ce qui fait que je garde toujours un peu le cadre scientifique dans tout regard que je porte. Alors, en fait, donc je garde toujours ce cadre scientifique que j'aime beaucoup, en fait, lié avec l'humain. Donc, je dirais que j'ai toujours ce point de vue ou cette réflexion, en tout cas scientifique, dès que je regarde quelque chose ou quand je réfléchis à un sujet. Et parfois, ça peut être quelque chose qui n'a aucun rapport, mais j'aime bien en fait relier ces deux entités ou ces deux mondes. Par exemple, je sais que quand je venais à Paris, je sais que ce qui m'intéressait, c'était de voir le pendule de Foucault. Donc même si finalement, ça ne peut-être paraît pas quelque chose d'évident, j'aime bien chercher peut-être une sorte de lien, de maillon qui puisse relier des choses qui a priori n'ont rien à voir entre elles. Justement, la question que je voulais vous poser, puisque vous êtes une autrice de ce qu'on appelle la SF, la science-fiction, moi je voulais savoir si c'était pour... souvent les gens qui lisent la science-fiction aiment s'évader par la science-fiction dans le futur, etc. Mais moi j'ai l'impression que votre littérature, c'est plus pour se confronter au réel plutôt que s'évader du réel.
En fait, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé la science-fiction, le côté fantastique, mais quand on tourne la dernière page, quand on ferme le livre, on a toujours un peu un sentiment très amer parce qu'on a envie de s'échapper de ce monde réel et de rejoindre l'univers du livre, mais qui malheureusement, bien sûr, est impossible en tant que lecteur. Et je me retrouvais un peu seule, isolée. Finalement, il y avait ce goût amer qui me restait. Donc, je me disais que quand je grandirais et que je deviendrais autrice, j'essaierais peut-être d'englober aussi ce sentiment, c'est-à-dire de ne pas laisser les lecteurs avec un sentiment amer, mais qu'ils puissent aussi aimer retrouver le monde réel dans lequel ils vivent. Oui, justement, parce que je parlais de l'évasion avec la SF, mais il y a aussi beaucoup de dystopie dans la SF, c'est-à-dire beaucoup de, comment dire, de choses très négatives, catastrophiques. D'ailleurs, la serre du bout du monde, ça commence par une catastrophe, il s'enfuit, et en fait, c'est quand même un monde où on trouve quand même des solutions. J'ai l'impression que c'est pas complètement, c'est post-apocalyptique, c'est pas complètement noir comme certains livres justement de science-fiction où c'est vraiment la dystopie qui domine. Oui, tout à fait. C'est vrai que la plupart des auteurs, je pense, sont tellement dans le détail. Finalement, ils ont une sorte de distance et plutôt un regard vraiment très distant par rapport aux choses. Et plus, je pense, on connaît le monde qui nous entoure, plus finalement on devient pessimiste. Mais moi, je voulais faire un pas de plus et faire en sorte que la réalité devienne quand même un peu plus, pas supportable, mais quand même plus vivable, comme s'il y avait une sorte d'espoir et pas rester fermer le livre, en tout cas sur une note amère. Et d'ailleurs, je pense que l'humain et le non-humain s'opposent pas vraiment. En fait, disons que c'est le non-humain nous permet de comprendre notre humanité. C'est ça qui me semble intéressant, plutôt que souvent, justement, dans ces livres souvent pessimistes, où on parle beaucoup d'IA en ce moment, d'intelligence artificielle, où on pense qu'on va être complètement détruit, ce qui est vrai, ça peut être un danger. Mais ce qui semble chez vous, Kim Choyop, c'est qu'il y ait cette idée qu'il y a cette recherche d'harmonie entre l'humain et le non-humain. En fait, justement, j'ai toujours aimé les sciences et donc j'ai étudié les sciences parce que je trouvais que l'être humain était vraiment un être qui était très difficile à comprendre et justement, je voulais à tout prix éviter le contact avec ces êtres humains donc qui sont assez difficiles à comprendre. Et finalement, c'est en écrivant sur ces entités non humaines que j'ai commencé à comprendre l'humain, à comprendre les limites de l'être humain et finalement à me prendre presque de compassion pour lui. Alors, on va passer la parole, mais dernière question, c'est une question presque technique d'écrivain. Il y a en France, il y a 2 volumes qui sont traduits, peut-être qu'il y en a plus, mais moi j'ai ces 2-là, La serre du bout du monde et ce volume de nouvelles qui s'appelle Propriété physique du sentiment, toutes les 2 publiées chez De Crescenzo Éditeur. Je voulais savoir comment vous écriviez, alors dans quel ordre, parce que j'ai pas regardé un peu les dates, mais dans quel ordre vous avez écrit d'abord celui-ci ou celui-là, et comment vous mettez, quel état d'esprit vous êtes quand vous écrivez un roman ou des nouvelles? Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Alors, c'est d'abord le recueil de nouvelles, donc Propriété physique du sentiment, qui a été publié en 2019, et 2 ans plus tard, donc mon roman La serre du bout du monde, qui a été publié. Alors pour la nouvelle, c'est vrai que le concept, la configuration, c'est vraiment la science-fiction, alors que pour le roman, comme c'est bien sûr un livre qui est beaucoup plus long, je m'attelle beaucoup plus, enfin je me concentre beaucoup plus sur les personnages pour raconter une histoire. D'accord. Donc plus les personnages, en fait, c'est leur caractère qui tisse un peu une forme d'intrigue, en fait. C'est en essayant d'avoir leur vie qu'on essaie d'avoir, plutôt que il y a une intrigue générale, mais aussi c'est en tissant en fait, le contexte de ces personnages qu'on avance aussi dans l'histoire. C'est ça l'idée? Alors au début, c'est vrai que j'avais d'abord une idée ou un univers et après j'essayais de trouver le personnage qui collerait le mieux à l'idée, à la situation ou qui serait le plus choqué par telle situation. Mais finalement, récemment, j'ai commencé aussi à travailler avec d'abord les personnages pour qu'ils servent vraiment de moteur dans la narration. Ce qui fait que je dirais que ça dépend en
fait du livre que j'écris. D'accord. Mhm. Alors merci, mais on va passer, peut-être vous voulez échanger, puisque vous voulez, on échange après chaque auteur, peut-être, ça sera mieux parce que ça va être compliqué après. On peut faire après mélanger en fait à toute fin et poser des questions à qui on veut, mais je pense que déjà on va se concentrer sur Kim Chiu-hyuk. Donc si l'une d'entre vous, l'un d'entre vous a quelques questions ou une question à poser, allez-y. Du coup, et l'année dernière, on a travaillé avec une traduction des Kim Soo-hyuk. C'est une œuvre pas encore en français. Ça s'appelle Une promesse insaisissable. Et du coup, elle a des sujets qui reviennent souvent. Donc, dans la propriété physique des sentiments, on a aussi la même chose. À la fin, le personnage dit qu'il comprend rien. Mais il comprend quoi? Donc, ma question serait que quand on comprend quelqu'un, parfois on a envie de l'aider. Mais c'est peut-être qu'on veut offrir à l'autre personne, parfois, c'est peut-être la personne ne veut pas être aidée. Elle veut juste être comprise. Et c'est un sujet qui revient souvent dans ces œuvres. Et je me demandais, pour elle, quelle est la différence entre être compris et être et se sentir comme si quelqu'un a pitié dessus. 답변할까요? 이게 제 생각에는 한국어로는 공감 위의 연민이라고 하지만 언어마다 이 단어들이 담고 있는 의미가 다 달라서 Alors, 제 pour 생각에는 le 통하지 않는 terme 부분들이 donc 많은데 그냥 이해랑 de 연민이라는 compréhension ou de 말이죠. compassion, en 이해는 fait, ça va 제 dépendre 생각에는 aussi comment est-ce que ces mots 앞서서야 sont 되는 traduits dans 거거든요. chaque 그러니까 langue. 상대를 알고 Donc, 싶다는 parfois, il y 호기심이 aura bien 있어도 sûr 상대를 설득하거나 quelques 상대의 어떤 différences. Mais pour 메커니즘, moi, en 작동 fait, le terme 방식을 de 이해하는 compréhension, 것을 c'est d'abord un 쉽게 terme 이해하는데 연민에는 très 한계가 있고 scientifique, c'est-à-dire qu'on a une curiosité envers 상대를 l'autre, 원하지 않으면 상대를 mais 추방하는 cette 듯한 curiosité 어떤 a des 포괄적인 limites parce 치부적인 qu'on peut être 의미가 curieux 있죠. et essayer de 분명 comprendre l'autre 연민은 alors que 이 l'autre ne veut pas. 사람은 Donc en fait, il y a quand même un côté 집중하지 않고 이 agressif. 사람을 잘 Et 이해할 수 quant à la 없어도 이 notion 사람이 de 느끼는 어떤 것을 compassion, 직관적으로 je trouve que 보여주면 justement, elle est 그냥 non 저는 둘 다 agressive, 필요하다고 생각해요. mais parce qu'on ne connaît 그래서 pas finalement la personne, mais on essaie 연민도 de la 내가 이 comprendre 사람의 juste avec 감정을 notre 느낄 수 instinct. 있다라고 Et 하면 finalement, pour 더 essayer de 이상 vraiment 그냥 끝나고 comprendre 없이 돼요. la 끝나고도 partie 이 adverse, on a 사람한테 besoin des deux. 받아들여지지 On a 않고 besoin 행동을 et de 할 la 수 있죠. compréhension 그냥 et de la 이해가만 compassion, parce que 되면 juste 이해 avec 자체가 de la 갖고 있는 compassion, ça 어떤 ne suffit 생물적인 pas. 한계 Donc il faut 때문에 vraiment les 내가 deux, 사람한테 상처를 줄 parce 수 que 있어요. sinon, en ayant 결국은 seulement de la 이해와 연민 compassion ou 둘 다 seulement de la 불완전하다는 걸 compréhension, en fait, 이해하고 ça reste 둘 incomplet. 다 하려고 노력하는 게 맞다는 생각해요. 저는 진정한 영웅이라는 게 없다고 생각해요. 어떤 Alors, 식으로의 je pense qu'à 영웅이든 la base, un 당연성은 vrai héros 있고 n'existe 그 pas, 보여지는 parce que 것과 finalement, 내면은 quelqu'un 다를 peut 수도 있고 paraître 실제로 héroïque 해내는 alors 것도 que 다를 수 finalement, au 있잖아요. fond de 그래서 lui, il ne l'est 제가 그 pas. 마지막 Et 부분에 d'ailleurs, j'ai une 나의 nouvelle, je ne sais 영웅은 pas comment est-ce que 얘야라고 le 이렇게 titre a été 한국어로는 traduit en 적고 français, 있는데 mais qui 그런 걸 s'intitule 느끼거든요. 그게 Mon 약간 héros 이중적인 의미가 de 있어요. l'espace, quelque chose comme ça. 세계에는 Et 이 en fait, c'est 사람이 un titre qui est 세계를 justement un 개방하고 double sens, parce 자기가 que 원하는 d'un 걸 côté, 이루기 c'est un 위해서 personnage 뛰어드는 qui 그것마저 finalement 절대 영웅이 trahit 아니다. le monde, 하지만 mais qui, pour le personnage 누구한테는 이 경우가 principal, 있는 reste un 건데 héros. Donc, je pense que 영웅이라는 pour moi, 것을 par 객관적으로 définition, 분별할 수 없지만 un vrai 항상 héros n'existe pas. 주관적이기 때문에 이것이 인정인가 아닌가도 말할 수 없다고 생각해요. Moi, je voulais savoir, dans la propriété physique du sentiment, malgré l'aspect dystopique que ça présente, vous ne dépeignez jamais la Terre comme une planète épuisée de ses ressources, ce qui pousse les gens à vouloir explorer l'espace. Est-ce que c'est un choix volontaire de votre part et est-ce que c'est comme ça que vous imaginez la découverte de l'espace? En fait, j'ai toujours aimé l'espace, mais parfois j'ai de très grands doutes quant à l'exploration, donc vis-à-vis de l'espace que font preuve les êtres humains, parce que je me dis que finalement, on n'a pas encore déjà tout découvert, tout exploré sur notre Terre. Donc je me demande si c'est quelque chose de bien qu'on aille en plus explorer jusqu'à aller à l'espace. Donc j'ai des sentiments très mitigés concernant la conquête de l'espace. Je me dis que c'est quelque chose de bien, mais je me demande si on est déjà apte, si on a les, comment dire, si on pourra le faire de façon bien. Toujours dans le même roman, vous semblez surtout à la fin placer beaucoup le végétal au-dessus de tout. Je voulais savoir si vous pensez qu'il faut revoir la hiérarchie qui place l'être humain, les animaux, les plantes, et mettre carrément le végétal au-dessus. Les humains et les animaux. D'ailleurs, l'humain ne peut vivre pas sans les animaux et pas sans les plantes, alors que les plantes peuvent vivre toutes seules. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut revoir la hiérarchie?
저는 제 이름이 한국어로 김초엽인데 이게 무슨 뜻이냐면 Bon, donc 풀잎이라는 mon prénom c'est Choyop, c'est mon père qui m'a donné ce prénom. En fait, ça veut dire feuille verte. Donc c'est vous montrer à quel point mon père aussi aimait beaucoup le végétal. Mais avant, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'est en écrivant ce roman, en faisant des recherches, que j'ai commencé à comprendre que les hommes ont tous un préjugé, on a tous des préjugés envers le végétal. On pense que c'est une entité statique qui est passive, alors que quand on prend le point de vue du végétal, on se rend compte que le végétal a une posture très dynamique, ils ont leur propre univers et que finalement ce sont les êtres humains qui sommes, qui sont des pièces détachées. 그런 걸 이야기를 통해 보여주고 싶었잖아요. Quelles ont été les inspirations pour écrire notamment le livre La serre du bout du monde? Moi, ça m'a rappelé notamment deux livres, un qui parle beaucoup d'éco-écologie, un peu comme celui-ci, avec c'est un livre d'une autrice norvégienne qui s'appelle Maja Lund, qui s'appelle L'histoire des abeilles, ou aussi un livre de Roxokian qui parle toutes les choses de notre vie, ou quelque chose comme ça. Le titre m'échappe un peu, je ne suis pas très bonne avec les titres. Est-ce que ça a été des inspirations notamment, ou quelles ont été tout simplement les inspirations pour écrire cette œuvre? 저는 사실 이 책을 쓸 때 그 논픽션 Pour écrire ce roman, en fait, j'ai lu beaucoup des romans de non-fiction, c'est-à-dire des livres qui avaient été écrits par des chercheurs donc dans le monde végétal. Alors, je ne sais pas comment est le titre original, mais il y a par exemple, il y a le désir des végétaux. Enfin, c'est un livre que j'avais lu, et ce sont des livres très intéressants parce qu'ils prennent le point de vue du végétal. Et d'ailleurs, les chercheurs dans ce domaine-là sont toujours vraiment enragés parce qu'ils considèrent que malheureusement, les hommes accordent très peu d'importance au monde végétal par rapport au monde animal ou bien sûr à l'être humain. 네, 감사합니다. On va passer à Hwang Borum. 자, 이제 황보름 작가님 이제 Donc, 모시겠습니다. traduit, bienvenue à la librairie Huonan. Je pense que certaines d'entre vous, je vois que certaines parlent très bien le coréen. Certaines ont peut-être eu le plaisir de lire les titres en originaux, mais voilà. Donc c'est une. Je vais reposer la même question qui est un peu générale au début. Vous, comment êtes-vous arrivé à la littérature, à vouloir écrire des livres? Et là, c'est même un hommage au livre puisque ça se passe dans une librairie. Donc en fait, non seulement vous faites, voilà, la librairie sauve en fait. Donc en fait, on parlera de tout ça, mais c'est sûr que quand est-ce que vous avez eu l'idée d'être écrivaine, petite, adolescente ou plus tard, comme cette dame qui a ouvert cette librairie, vous avez dû écrire après une carrière différente? Alors, après être diplômée de l'université, comme j'ai commencé à travailler en tant que programmatrice parce que donc j'étais ingénieure dans les logiciels informatiques. Et comme tout à l'heure, Madame Kim Choyop disait qu'elle adorait la science et que c'est pour ça qu'elle avait étudié les sciences, moi j'ai étudié l'informatique, mais pas du tout parce que j'aimais l'informatique, juste parce qu'en fait je savais que je pouvais après trouver un bon travail et que j'allais intégrer des grandes entreprises en Corée. Donc, même si c'est le rêve de beaucoup de personnes d'intégrer ces grandes entreprises, moi, malheureusement, ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai travaillé, mais ça ne me plaisait pas. Et donc, à 30 ans, j'ai démissionné. Mais à 30 ans, j'avais pas du tout encore le rêve de devenir écrivain. Donc, c'est 2 ans après, je crois, quand j'avais 32 ans, que j'ai commencé à avoir ce rêve-là. Mais avant, en fait, j'avais jamais écrit. Les seuls écrits que j'ai pu faire, c'était sûrement en primaire, quand on nous demande, vous savez, d'écrire les journaux intimes, quand les instituteurs demandent aux enfants d'écrire un journal intime au jour le jour. Et puis après, lorsque j'envoyais mes CV, c'est les lettres de motivation. C'est, je pense, les seules choses que j'ai écrites avant. Alors justement, c'est très intéressant que vous reveniez sur votre parcours, justement, de quelqu'un qui voulait réussir et trouver un bon travail dans une grande entreprise, comme souvent c'est le rêve de beaucoup de jeunes Coréens, mais de jeunes Français aussi, et que finalement, ce dit succès ou cette réussite n'est pas le bonheur escompté, c'est un peu la réflexion qu'il y a dans votre livre, c'est-à-dire que en fait le succès,
Yoon-ju qui jette l'éponge, cette héroïne qui jette l'éponge, en fait, c'est finalement ce qu'on considère être le succès, et même pour une femme, hein, dans un système assez patriarcal, d'être mariée, de faire tout ce parcours obligé, c'est pas vraiment ce succès-là. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas ça, en fait, l'idée entre la différence entre le succès, entre guillemets, et le bonheur? C'est ça la clé, en fait. 사회적 성공을 말씀하시는 것 같아요. Oui, en fait, vous parlez de la réussite en société finalement. Oui, Et oui. c'est vrai En qu'en fait, il y a une Corée, dissociation. et c'est vrai qu'en Corée, on a très peu d'images qui incarnent la réussite en société. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression que le bonheur est incarné par intégrer une bonne université ou intégrer une grande entreprise. Et finalement, par mon expérience, les personnes ne sont finalement jamais satisfaites ou heureuses parce qu'elles ont intégré ces sociétés-là ou ces universités-là. Donc je me demandais en fait qu'est-ce que pouvait être le bonheur. C'est une question que je me posais quand j'avais la trentaine. Et il fut un temps où je recherchais, où je lisais beaucoup de livres d'ailleurs sur ce qu'était le bonheur. Et à chaque fois, je me rendais compte que c'était des histoires différentes. Donc bien sûr, ça paraît très évident quand j'en parle comme ça, mais finalement, le bonheur, ça tient vraiment à chacun de nous de le construire et on a tous la définition du bonheur qui est différente. Donc pour moi, en fait, et pour mes personnages dans mon roman, c'est le bonheur d'un tel et ce que... Enfin, comment dire? Le bonheur est différent selon chaque personne. Oui, mais alors, les questions, justement, vous disiez que vous lisiez des livres sur le bonheur. Est-ce que c'était des livres plutôt de philosophie ou des livres de thérapie? Et en fait, quand vous dites que c'est chaque personne, en fait, finalement, la réponse c'est que justement, c'est l'individu. Et le problème alors pas l'individualisme, hein, mais l'individu, c'est la personne qui est en soi, la personne, la vraie personne intérieure, c'est la rencontre avec sa propre personne intérieure. C'est ça l'idée. Alors, comme je suis coréenne, en tout cas, je vous parle de la Corée. En Corée, il y a toujours un peu cette idée préconçue de quand on est comme ci, comme ça, ou quand on fait ci ou ça, on est heureux. Donc, en fait, c'est des idées comme ça qui sont préconçues et beaucoup trop de monde court après tout ça. Et finalement, quand on a la trentaine, la quarantaine, on commence à regarder ce qui nous entoure, notre vie, et on constate que aujourd'hui, nous ne sommes pas heureux. Donc, on a une sorte de sentiment de manque et à partir de là, on commence à chercher ce qui nous manque et je pense que c'est vraiment à chacun de nous de trouver le manque que l'on ressent. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est moins un sentiment et plus une évaluation. C'est-à-dire que quand je regarde derrière moi et que, bien sûr, j'ai la stabilité compte dans le bonheur, mais plutôt qu'un sentiment de bonheur, j'ai plutôt ce sentiment de regarder derrière moi et d'évaluer ce que j'ai fait ou ce que j'ai accompli. Et si je suis contente à ce moment-là, en fait, c'est là que je suis heureuse. Mais chacun a sa propre définition du bonheur. D'accord. Alors peut-être aussi c'est une réflexion sur la fiction, sur la littérature, les personnages. Alors c'est un mot, la personne des fictionnels, parce que ce sont des masques qui permettent de dire la vérité des personnages ou la personne de papier qui est le personnage, le héros. Et c'est peut-être pour ça que dans des sociétés qui sont extrêmement traditionnelles, où on doit montrer à quelque chose de très lisse, qu'on ne doit pas heurter justement par pudeur, par respect, par tradition, est-ce que justement c'est justement la fiction, les personnages entre guillemets faux, qui permettent de dire des choses vraies? 딱 질문 들으니까 어떤 생각이 들었냐면 저는 제 글쓰기를 에세이로 시작했어요. En fait, moi, j'ai commencé par l'écriture d'essais. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup, mais parfois, j'étais confrontée à des limites parce que moi, j'aime raconter des histoires, mais quand j'arrive pas à trouver un personnage qui puisse être lié à l'histoire, je fais face vraiment à un mur. Et pour la première fois, donc le Bienvenue à la librairie Hyunam, qui est mon premier roman, donc pour la première fois, l'écriture du roman m'a permis en fait d'aller au-delà de cette limite, la limite qui est donc le moi,
moi et j'arrive à dépasser ça à travers ces personnages donc fictionnels et c'est pour la première fois que je me suis sentie complètement libre et comme vous dites, c'est vraiment à travers eux que j'arrive finalement à me raconter de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus facile. 이 소설 속에서 소설 인물을 통해서 좀 드러낼 수 있는 게 있다고 생각합니다. Alors, on va revenir un peu à la technique d'écriture. Pareil, là, il y a une librairie, c'est un lieu avec une libraire, et puis il y a un barista, il y a des clients. Donc, est-ce que c'était aussi l'idée de théâtre, comme ça, d'idées où des personnages traversent? Est-ce que, encore une fois, est-ce qu'il y avait un fil, bien, une femme, bien sûr, fait sa librairie après avoir tout quitté, mais est-ce qu'il y avait aussi une petite intrigue ou c'était une façon d'avoir, comment dire, comme un protocole picaresque qui permettait d'avoir des personnages et faire rebondir des anecdotes? Alors, je ne sais pas si je peux vous dire ça, mais c'est vrai qu'au début, quand je me suis attelée à ce projet, je n'avais pas vraiment plein de pensées ou d'intentions. La seule chose qui comptait, c'était d'avoir donc la propriétaire de la librairie Yangju, après il y a la barista et une librairie qui commencerait par le caractère Hugh. Donc, c'était vraiment les trois idées quand j'ai commencé l'écriture de ce roman. C'est un roman qui fait 300 pages et bien sûr, donc toutes ces idées, ces revirements, ces anecdotes, toutes ces configurations, ces idées finalement, ou même ces choix sont venus vraiment au fur et à mesure. J'avais pas du tout d'intrigue pensée en amont, quelque chose de théâtral non plus. C'est vraiment en écrivant le premier jet de ce roman qui m'a pris environ 3-4 mois, où j'ai vraiment pris un plaisir incroyable parce qu'au jour le jour, j'avais des idées, des scènes qui me venaient. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, à chaque fois des nouvelles scènes, des nouvelles idées. Et qui m'ont vraiment été très très agréables. Donc ça, c'était mon premier roman et je me suis aperçue que c'était la manière dont j'écrivais. Et là, je viens de terminer le deuxième roman et je me rends compte que j'écris également de cette manière-là. Alors justement, comment on arrête le bavardage des personnages pour si on n'a pas d'intrigue? C'était une plaisanterie, mais je veux dire, si on dit, voilà, je suis content, je me réveille le lendemain avec une idée, elle a encore des choses à dire, quand est-ce qu'on se dit, tiens, là, il faut quand même que la barista, que la patronne, que le client, etc., tout ça puisse être, comment dire, un peu, qu'il y ait une fin quand même. En fait, c'est très difficile à décrire. C'est vraiment quelque chose comme ça qui me vient de façon assez instinctive. Par exemple, quand je me dis que l'histoire commencera là et se terminera là, à un certain moment, je me dis que à ce moment-là, un habitué donc de la librairie va apparaître. Et puis, pareil pour l'histoire, je me dis qu'à un moment, là, on va parler d'autre chose. Donc, c'est un peu difficile à vous raconter, mais ça se goupille en fait comme ça. Enfin, je ne pourrais pas vraiment vous expliquer. 제가 부연 설명하고 싶은 것도 있는데 Et en fait, on peut se demander comment tout ça justement peut se goupiller de façon naturelle, mais c'est peut-être dû en fait à quelque chose que je faisais un jeu dans mon enfance. C'est que vous-même, je pense que vous aimez beaucoup les films ou les séries, les dramas coréens. Mais quand j'étais enfant, plus jeune, par exemple, si un drama, par exemple, était diffusé pendant 3 mois, j'étais en immersion totale dans ce drama. Et si le drama faisait par exemple 16 épisodes, moi, dans ma tête, il faisait 18 parce que les 2 derniers épisodes, en fait, je les avais dans ma tête. J'imaginais comment est-ce que les scènes se poursuivraient. Donc, je jouais à ce petit jeu et finalement, je me dis que peut-être ça m'a finalement aussi aidé à l'écriture de mon livre. 도움을 준 게 아닐까라고 나중에 하고 생각해봤습니다. D'accord. Écoutez, maintenant, je laisse la parole pour pas déborder trop, moi, mais vous n'avez pas encore posé de questions, donc allez-y. C'est peut-être madame qui n'a pas encore parlé. Oui, allez-y. Alors, j'avais 2 questions que j'avais notées. Alors déjà, je voulais beaucoup vous remercier pour votre roman parce que c'était vraiment très doux, très délicat. On avait vraiment l'impression de pénétrer chaque jour dans la librairie, de sentir l'odeur du café. Enfin, vraiment, c'était très, très agréable comme lecture. Et donc, ma première question était, est-ce que vous pensez que comme Yangju, on peut trouver finalement dans les livres des réponses à nos questions ou du réconfort? Un peu comme si, quand on lisait,
on plongeait dans une lecture en fait de conseils, de bienveillance, un peu comme quand on va rendre visite à un ami, par exemple, quand on va lui demander un conseil. Et ma deuxième question, qui était peut-être un petit peu plus globale, je me demandais si, selon vous, il y avait une différence finalement entre la littérature coréenne et la littérature française, et si oui, quelles sont selon vous les particularités de la littérature coréenne? 경주처럼 책을 통해서 어떤 깨달음이나 조언 같은 거 얻을 수 있는지. 저는 작가이기 전에 독자였었는데 Alors, avant d'être autrice, je suis avant tout d'abord lectrice et dans mon enfance même, si je n'étais pas une fanatique de livres, je lisais quand même pas mal et parfois avec le recul, je me dis que si je n'avais pas lu tous ces livres, je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Donc même si ce n'est pas un livre en particulier, je pense que c'est la lecture de nombreux livres qui finalement m'ont construite et qui se sont accumulés en moi et qui m'ont aussi aidé parfois à faire des choix dans la vie ou à prendre certaines orientations. Mais comme Youngju, finalement, c'est en lisant des livres que parfois on peut être consolé ou soulagé. 제 체험으로 제 경험은 그게 가능하다고 해서 그렇게 썼고요. 네, 그리고 프랑스 문학과 한국 문학의 차이를 Pour la deuxième question, je n'oserais pas vous dire quelle est la différence entre la littérature française et coréenne parce que je ne maîtrise pas totalement la littérature française, même si je lis beaucoup de livres. Le dernier que j'ai lu, c'est L'Anomalie, que vous avez dû lire il y a plusieurs années déjà. Mais en lisant les livres français, ce que je me dis, c'est que il y a vraiment enfin, les histoires qui sont racontées sont vraiment passionnantes, mis à part le grand style littéraire que les auteurs ont. Par rapport à ça, la littérature coréenne pêche un peu dans dans son histoire qui peut-être est moins comment dire passionnante ou moins comment dire séduisante, même si le style littéraire n'a rien à envier aux Français. Mais en tout cas, ça se développe aussi de plus en plus. Mais sinon, en particularité, ce qu'on a dans la littérature coréenne, c'est de réaliser, quand on lit un livre, un roman coréen, c'est de réaliser qu'on a des sentiments très subtils qui résonnent en nous, des émotions que l'on n'aurait jamais devinées. Ça, c'est une grande caractéristique aussi de la littérature coréenne. Est-ce qu'il serait juste de comparer la libraire Yeonju à une chamane parce qu'elle écoute les problèmes des gens et puis elle leur donne de quoi se soigner en leur conseillant un livre lié aux problèmes qu'ils ont racontés. Et en plus, elle est accompagnée d'un homme, Min-jun, qui, avec son très bon café, attire les gens. Donc, moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? J'aurais adoré vous répondre tout à fait, c'était ce que je pensais, mais malheureusement, tout ce qui tourne en fait autour du chamanisme, je suis un peu ignorante, je connais pas assez le sujet et même parfois ça me fait vraiment peur de voir des rituels chamaniques. Mais je vous dirais que finalement, quand on a une librairie, c'est un peu leur métier en fait de libraire de conseiller des livres. Quand on demande à avoir un livre passionnant, très drôle, ils recommandent des livres très drôles. Donc c'est vraiment ça qui fait le mystère et comment dire l'intérêt en fait de ce métier. Tout à l'heure, vous avez comparé le roman à une pièce de théâtre et il se trouve qu'en fait, le roman a été adapté en comédie musicale en Corée du Sud. Ah, vous allez chanter peut-être. Et du coup, je lui ai demandé en fait quelle avait été sa réaction quand elle a appris qu'il allait être du coup adapté en comédie musicale. Oui, le roman a été adapté donc en comédie musicale et d'ailleurs c'est la troupe qui avait déjà adapté Le Vagabond des Séoul de l'auteur qui est juste à côté de moi, donc Monsieur Kim Ho-yeon, et ça avait été un grand succès. Donc ils étaient aussi en train de chercher l'adaptation d'un nouveau roman et donc c'est Bienvenue à la librairie Hyunam qui a été choisi par cette troupe. Je suis pas du tout intervenue pour l'écriture de
l'adaptation en comédie musicale, mais il m'avait proposé de lire l'adaptation si quelque chose pouvait me déplaire. Donc je l'ai lu et en fait c'est très différent de mon roman, ce qui est tout à fait normal parce que les personnages donc, de Yangju et de Minjun dans mon livre sont beaucoup plus dans la méditation, dans la contemplation, alors que dans la comédie musicale, obligatoirement ce sont des personnages qui sont beaucoup plus gais. Et donc ça a été une grande différence dans les personnages. Mais malgré tout, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette adaptation sur scène. J'étais allée avec ma famille et ma mère était tellement heureuse qu'elle en a pleuré parce que ça l'avait beaucoup touchée en fait que tout ce monde-là vienne voir l'adaptation de mon propre roman. Oui, je me permets en fait de vous poser cette question. Donc moi je m'appelle Lee Ji-eun, je suis autrice donc de livres, d'albums jeunesse, mais c'est la première fois en fait que je partage comme ça une rencontre avec des romanciers et je trouve ça aussi passionnant que vous. Mais je réalise en fait, puisque le livre Bienvenue à la librairie Hunam parle vraiment de la quête du bonheur, je réalise qu'en Corée on est vraiment tous un peu c'est un peu comme si on avait oublié la façon de dormir. Donc, c'est pour le bonheur, en fait, on est constamment à la quête du bonheur parce qu'on a oublié ce que c'est et on ne sait pas ce que c'est. Et c'est en lisant donc ce roman finalement et en vous écoutant que je réalise à quel point c'est quelque chose de triste, mais que je réalise aujourd'hui. Donc c'est vrai que bon, c'est bien sûr quelque chose d'universel, la quête du bonheur, mais je voulais vous poser à vous, lecteurs, lectrices ici présents, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène des Coréens qui sont constamment à la quête du bonheur et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai appris récemment que finalement, il n'y avait que les Coréens qui avaient un gros dilemme à chaque fois lors du déjeuner de se demander ce qu'ils allaient manger parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils aiment. Donc, c'est un peu ça, on ne sait pas ce qu'est le bonheur et donc, on est à la quête constante de ce qu'est le bonheur. Donc, je voulais un peu vous demander à vous, Français, ce que vous ressentiez par rapport à ça. Moi, j'avais peut-être juste une hypothèse par rapport à cette question de quête du bonheur, du fait de ne pas savoir finalement vraiment ce qu'on veut, ce qui est bien, ce qu'on pense être bien pour nous. Mais c'est vraiment une interprétation vue de l'extérieur, en fait, de la société coréenne, du peu de connaissances que j'en ai. On a quand même l'impression qu'il y a une vraie culture de l'excellence, de la performance. Et c'est un peu comme finalement si dès très jeune, les objectifs de vie, de ce qui est une bonne vie, une vie heureuse, une vie réussie, vous étiez un peu donnés. Et que voilà, le but pour vous finalement, c'était, voilà, il y a cet objectif. Le but, c'est de l'atteindre. Voilà comment l'atteindre en faisant des études, en exerçant telle profession. Et c'est vrai que dans ces cas-là, quand on est plutôt bon élève, obéissant, on suit la route qui est tracée sans forcément prendre le temps de s'arrêter, parce que parfois on n'a même pas le temps, pour se poser la question, mais qu'est-ce que moi je veux et est-ce que moi ça me correspond? Je vais rebondir et je vais poser une question comme ça aux quatre qui peuvent répondre pour rebondir à ce que vous dites. Je pense que ça vient des sociétés asiatiques comme la Corée, qui sont d'inspiration confucianiste. Donc en fait, il y a un modèle et en fait, l'individu, c'est pas quelque chose qu'on met en avant. Alors aujourd'hui, il y a comme une sorte de schizophrénie parce que évidemment, la société consumériste, capitaliste, met beaucoup les personnes en avant, donc elles sont dans une espèce de propre déchirement intérieur entre ce qu'elles doivent mettre en avant. Vous voyez, les Asiatiques prennent autant de selfies, voire plus de selfies que les autres. Et donc, en fait, on se met à la fois en avant et en même temps, on répond avec beaucoup de souffrance aux injonctions sociales. Donc, en fait, l'idée, quand je parlais de cette histoire de Libari où des gens, finalement, c'est de la sagesse. Le bonheur, ça dépend de ce qu'on veut dire par bonheur. Et qu'est-ce qu'on veut? Quand je parlais de la personne intérieure avec qui on manque, faut pas manquer son rendez-vous, en fait, avec soi-même. C'est ça, il ne faut pas poser un lapin à soi-même. C'est-à-dire, c'est ça, il ne faut pas manquer de rendez-vous avec soi-même. Et c'est ça que posent les questions du bonheur, parce que le bonheur, c'est large. Est-ce que c'est l'injonction sociale de réussite? C'est pour ça qu'il y a une différence entre réussite ou le successful, même l'héroïsme social, et le bonheur, c'est-à-dire la félicité, le bonheur personnel, qui est souvent rejoint à la sagesse, pour le coup. Quelque chose où on est détaché.
Peut-être on refait un tour comme ça, chacun répond, les quatre, si on pense pas très longtemps parce qu'on va passer la parole, mais assez rapidement. Ah, mais en fait, moi, ma question, c'est vrai que quand je vous la posais, c'était surtout à quel point est-ce que vous vous concentriez, à quel point vous vous démeniez pour trouver la réponse au bonheur. En fait, elle voulait savoir si vous aussi, vous étiez complètement obsédé, en fait, par cette quête du bonheur autant que les Coréens en Alors France. après, rapidement, parce qu'on doit passer justement à l'œuvre de De Yoon. Jiun. Je pense que dans la moindre mesure, c'est très humain d'être un peu obsédé par le bonheur. Après, je pense qu'il y a peut-être une notion de spontanéité qu'on retrouve aussi peut-être d'ailleurs dans le livre Bienvenue à la librairie, où il y a quelque chose de très spontané finalement même dans sa vie à elle, d'avoir décidé de quitter son travail. Il y a cette spontanéité qui lui a permis de trouver cette forme de bonheur, mais je pense qu'on est un peu tous dans les mêmes dilemmes, qu'on soit en France ou en Corée, et ça Oui. s'exprime de manière très différente peut-être, mais on est un peu tous un peu obsédés, enfermés dans cette prison entre guillemets de qu'est-ce que le bonheur pour nous en fait. Mais la Ouais. spontanéité peut peut-être aider à ça. On va rebondir sur ce qu'a dit Madame. Avec les albums de Jiun, donc Lee Jiun. Donc là, moi j'en ai lu 3 comme ça, que j'ai apporté comme ça pour que vous les connaissez peut-être. Moi malheureusement, j'ai un enfant qui est un peu trop grand pour lui dire des histoires pareilles, mais moi je me suis régalé. Alors pour parler de bonheur, on a l'impression que vous avez beaucoup de bonheur à dessiner déjà et à raconter vos histoires. Et donc, je voulais juste déjà dire ça et comment son parcours aussi, donc à Lee Ji-woon, comment elle est devenue illustratrice et dessinatrice d'albums pour la jeunesse. Est-ce qu'elle a fait une école d'art? Est-ce qu'elle a fait, voilà, quel était son parcours? Alors moi donc j'ai étudié donc le design et jusqu'au moment où je comprenais en fait que ça ne me correspondait pas du tout et j'ai commencé à vraiment que dessiner. Alors aujourd'hui je mélange dessin et texte mais pendant 10 ans 10년 동안이었나요? mais pendant 10 ans donc je travaillais seulement en tant qu'illustratrice pour différents livres ou également magazines. Et après, donc c'est le premier album que j'ai publié, c'était en 2014. Et comment vous est venue l'envie de raconter des histoires plutôt que de faire juste une illustration pour, voilà, dans un cadre du métier illustrateur, on a un sujet qu'on doit illustrer. C'était vers 2013. En fait, je me suis mariée et je me suis posé la question de ce qu'était le bonheur. Et ça m'est arrivé en fait en trois parties. Je me suis rendu compte en fait que c'était que je voulais écrire et dessiner des histoires que j'avais au fond de moi. 그림을 함께 그리면서 내 안에 있는 얘기를 보여주고 싶다 그런 욕망이 들더라고요. D'accord. Et est-ce que, mais vous dessinez des histoires quand même pour les enfants? Parce qu'on peut faire du manhwa ou des histoires avec même des dessins, mais avec des histoires plus adultes. Et est-ce que le bonheur pour vous, c'est retrouver cet esprit d'enfance? Je ne sais pas comment est-ce que vous allez penser de ce que je vais dire si je vous dis qu'en tant qu'autrice, mon premier but, c'était pas de faire des albums jeunesse. C'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'il faut dire, mais je dirais que j'ai fait ces albums, enfin le premier album, je l'ai fait en pensant en fait à l'enfant qui dormait en moi, à ma part d'enfant qui y avait en moi. Et finalement, avec ce fabuleux accueil que j'ai reçu des lecteurs enfants, je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, je voulais que communiquer avec eux. Et c'est de là donc qu'est parti ce début de carrière. Et pour faire un lien avec vous, donc il y a ce lien du dialogue avec, bien sûr, quand on est dans un univers d'enfants, on se pose même plus la question de savoir si les animaux parlent ou si la pastèque peut parler, si le pissenlit peut parler. En fait, c'est normal. En fait, c'est ça. C'est en fait en fait, c'est pas le réalisme magique, c'est que la réalité est magique.
그 되게 보편적인 그 어린 Alors, ça peut paraître un peu incongru, mais je n'essaie pas de m'adresser aux enfants. J'essaie juste de partager des émotions ou des sentiments qui sont universels. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il n'y a pas une grande différence dans l'approche d'une écriture d'un roman pour adultes ou d'un album jeunesse pour enfants. 굉장히 비슷한 부분이 있는 것 같아요. Merci déjà. Merci beaucoup. 네, 감사합니다. Et donc, on va passer à notre vagabond de Séoul avec Kim Ho-yoon. Et donc là, on est aussi dans ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu avec les deux précédents livres, romans, et aussi les nouvelles, c'est qu'on est dans un itinéraire. Et là, encore une fois, on est dans un itinéraire de quelqu'un. Voilà, on suit deux personnages en fait, mais surtout ce vagabond. Et en fait, il y a une transformation. C'est l'idée de transformation avec ce livre, Le Vagabond de Séoul. Mais tout d'abord, la même question que j'ai posée aux autres autrices, c'est Kim Ho-yoon, comment vous avez commencé à écrire et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire? Voilà. Et donc après la fac, donc j'ai travaillé en tant que scénariste donc de longs métrages. C'était mon gagne-pain et finalement comme mes scénarios commençaient à être adaptés de moins en moins au cinéma parce que le cinéma bon ça coûte beaucoup d'argent. Je me suis dit qu'il fallait que je me convertisse en tant qu'auteur donc de romans. Donc j'ai fait cette transformation et heureusement j'en suis maintenant à mon 5e roman qui est donc Le Vagabond de Séoul. Et je remercie d'ailleurs tous les lecteurs qui me lisent, qui contribuent en tout cas à continuer à ce que j'aime faire. Et pourquoi je suis devenue écrivain, c'est parce qu'en fait j'ai toujours aimé depuis mon enfance les films, les BD, ce qu'on appelle les manhwa en coréen, les romans, les essais, en fait tout ce qui est le storytelling, j'ai toujours adoré ça, j'avais toujours une grande curiosité et c'est pour ça je pense que j'en ai fait mon métier. 결국 제가 작가가 된 것은 저는 영화 그리고 뭐 만화 그리고 또 소설 그리고 에세이 그런 문학에 대한 그런 콘텐츠 스토리텔링 콘텐츠에 대한 관심이 어릴 때부터 많았고 그것이 이제 저의 자연스럽게 직업이 됐었던 것 같습니다. Alors je voudrais revenir à votre vagabond. C'est que en fait là on parlait du bonheur ou des gens qui étaient qu'on avait marre, qui jetaient tout par la fenêtre, qui refaisaient leur vie, qui cherchaient ce bonheur. Lui, il est jeté par la société. En fait, c'est comme une espèce de concentré de marginalité de tout ce qui n'est pas accepté ou acceptable dans la société coréenne. Donc, comment vous êtes venu à penser ce personnage, à créer ce personnage? Le vagabond en fait m'est venu avec le titre parce que tout a commencé avec le titre qui est en coréen l'épicerie qui est pas pratique, enfin pas pratique et donc pour que quelque chose ne soit pas pratique ou qui puisse donner de la gêne, finalement je me suis dit que ce personnage-là serait un SDF, un vagabond. C'est toujours des personnes qui nous mettent mal à l'aise. Donc moi quand j'étais enfant je vivais près de la gare de Séoul, donc ces personnages de SDF me sont assez familiers et donc ça a été pour moi assez facile à imaginer. 그리고 그 노숙자 캐릭터가 알바를 한다는 것은 사실은 뭐냐면 mais ici, en tout cas, le SDF, pour moi, en fait, est vraiment un observateur de nos vies à tous. Mais au début, c'était d'ailleurs pas un SDF. Au début, je pensais à un jeune qui fuit la Corée du Nord, un réfugié de la Corée du Nord. Après, j'ai commencé à penser à une mère de famille donc de Joseonjok, ce sont les immigrés donc chinois d'origine coréenne. Sinon, après, j'ai pensé aussi à un YouTuber étranger. Puis après, ça a été même un extraterrestre. Et finalement, donc, c'est devenu un SDF. D'accord. Et cette histoire de deuxième chance, puisque c'est le titre en anglais, et cette idée, en fait, c'est aussi encore montrer des alternatives à la société coréenne qui est assez dure parce qu'elle est très perfectionniste. On a l'impression qu'on n'a pas de deuxième chance, en fait. Il y a ce côté très... Il faut être toujours parfait, esthétiquement, financièrement, matériellement. Et en fait, il y a le côté qui ne donne pas le droit à l'erreur.
Et donc, en fait, ce personnage, il contredit pour nous révéler cette humanité en nous. 네, 맞습니다. 그러니까 아까 되게 비슷한 이야기들이 많이 이렇게 계속 Tout à fait. 거론이 되는데, On en a déjà parlé tout à l'heure lors de nos 사회가 diverses 굉장히 conversations, 공식돼 있고, mais la société coréenne est une société qui est 정해진 très 그 figée, elle nous donne une route qui est déjà 사회가 toute 정한 tracée, 정해진 행복의 et dès 길에서 qu'on commence un tout 이제 petit 어떤 peu à 행복이랑 s'éloigner de cette 규정된 route 길에서 toute tracée, en fait on en 벗어나면은 a peur et 이제 on pense 좀 qu'il y a un danger, 무서운 거예요. et finalement il n'y a 위험한 pas de 거예요. deuxième 다시 occasion ou de deuxième second chance chance qui 를 nous 다시 est 줄 것 같아요. donnée. 그런 C'est le 세상이 된 게 constat, en tout 사실입니다. cas en Corée, je ne sais pas si c'est le cas en France, 그래서 mais ce qui fait 젊은이들이 que 도전할 les 수 jeunes ont beaucoup 제가 moins la 젊을 때만 possibilité 해도 이거 하다 안 되면 다른 것도 한번 de se 해보자 lancer des 했는데 défis, en fait, 그 parce 내가 qu'ils 이거를 n'ont pas 한번 du 하다가 tout droit à 실패하면은 l'erreur. 다시 기회가 올까라는 그런 좀 그런 각박함과 그런 막막함이 있습니다. D'accord. Est-ce que, alors, une dernière question avant que vous passiez la parole. Je voulais savoir, comme monsieur était scénariste, et comment lui, il fait la différence dans le storytelling, dans la narration, entre le scénario et le roman. Et je pense que c'est une question de style, mais bon, c'est juste une voilà, suggestion ou une intuition. 그러니까 En termes de 스토리텔링이라는 storytelling, moi je 관점에서 pense que le roman et le long métrage sont très 장편 similaires. 영화는 거의 비슷합니다. 그러니까 영화는 2시간 안에 Oui, le 이제 storytelling vraiment entre 독자들에게 le long 고향 métrage et le 가서 roman 갖다가 sont très 이제 similaires. 어떤 Pour un long 결론을 métrage, 가져가고, on a un cadre de 2 heures et à la fin, donc, le film doit arriver à une conclusion, alors que le roman fait environ 300 pages. On lance des questions au lecteur. Il y a des personnages qui sont dans une certaine situation donnée. 그렇지만 이제 시나리오는 이제 Et donc, quand on est scénariste, bien sûr, le scénario n'est pas en lui-même fini parce qu'on doit travailler avec le réalisateur du film, avec l'équipe technique, artistique. En fait, c'est tous ces gens-là qui vont créer un style et qui vont donner un film. Alors que pour le roman, en fait, on est maître de son œuvre. Donc, moi, pour l'instant, je suis en train de trouver mon propre style littéraire. Juste une petite remarque et après je vous donne la réponse. Non, c'est que moi, il y a quand même une différence, c'est l'écriture, parce que finalement, il y a des bons livres qui ont été très mal adaptés, et puis il y a des très bons films qui sont adaptés de romans plutôt médiocres, en fait. Donc en fait, ça n'a rien à voir. C'est quand même la différence à la fin, c'est quand même l'écriture, le style, les mots, le vocabulaire, la musique, de la langue. 그건 이제 각 작가에게 달린 것입니다. Ça dépend de l'adaptateur. Ça, c'est une question d'adaptation. 좋은 각 작가가 Mais non, mais il peut améliorer un mauvais livre, c'est ça que je veux dire. Parce que si on a un très bon adaptateur, quel que soit le livre, si c'est un bon livre, on peut avoir un bon Oui, film. je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que même un mauvais livre, on peut faire un bon film. 그런데 안 좋은 책이 또 좋은 영화가 될 수도 있잖아요. 아, 그건 그런데 흔하진 않아요. 가끔 있는데 흔하진 않아요. Oui, mais c'est rare. Il y a des exemples de bons films qui sont adaptés de livres qui sont moins bons, en fait. Mais bon, après, c'est difficile, justement le contraire. Les chefs-d'œuvre littéraires, c'est difficile. Je vais juste passer la parole à vous, le public, et puis après, on va wrap up, comme on dit en anglais. On va terminer. Mais s'il vous plaît. Moi, j'ai une question assez simple par rapport à la traduction du titre. Je parle pas très bien coréen, mais voilà. Quelle est la traduction du titre de votre roman que vous préférez et pourquoi? Attention, la traductrice est ici. Hein. Vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de critiquer. C'est le titre français le mieux. Le choix des titres, c'est pas moi. C'est piqué. La maison d'édition. Ouais, d'accord. Donc en fait, dans chaque pays, il y a un titre différent. Là, c'était le titre en espagnol, mais le vrai titre, c'est, enfin, en français, c'est, enfin, l'épicerie, enfin la supérette, en anglais, c'est convenient store, donc c'est un truc entre, c'est genre convenient store, donc c'est en fait la supérette, pas la supérette gênante. En fait, c'est un truc qui doit être pratique, mais qui est gênant. Donc c'est la. Oui, d'ailleurs, la couverture du roman et le titre du roman à chaque fois dépend de chaque pays. Ça, bien sûr, c'est pas jamais le traducteur qui décide de cela, c'est toujours les éditeurs. Donc, pour vous dire que moi, je suis auteur, mais au-dessus de moi, il y a plein de personnes qui sont supérieures à moi, comme les éditeurs. Oui, bonjour. Je reviens avec une question qui m'est sortie là maintenant. J'arriverai pas à autre chose, mais celle-là. Vous avez choisi un personnage qui gêne.
est-ce que vous pensez que les auteurs doivent également gêner par leur écriture? 아니, 독자들은 이제 편하게 읽으셔야죠. En fait, ce qui est gênant ou ce qui nous met mal à l'aise, c'est qu'une fois qu'on connaît l'identité de ce vagabond, mais quand on connaît, avant de connaître son identité, en fait, personne ne se sent mal à l'aise vis-à-vis de ce personnage. En fait, on ne sait pas pourquoi il est devenu SDF, quelle erreur ou quel problème, enfin, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Et est-ce qu'on se demande aussi s'il a le droit à cette deuxième chance ou pas. Et tout ça est expliqué, donc, en fait, à la fin du livre. 사실 그 책 보면은 독고가 En fait, à première vue, on a l'impression que ce vagabond, chapitre par chapitre, c'est lui qui aide les clients, les collègues, mais quand on regarde bien, finalement, ce sont aussi tous ces gens-là qui aident ce vagabond, qui lui offrent cette deuxième chance en essayant de lui mettre, de se confronter à sa propre identité. Donc c'est aussi lui qui reçoit de l'aide des autres. Voilà. Merci à vous toutes et tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons remercier donc très chaleureusement et merci à la traductrice excellente.